Je vous présente donc Catherine Monoury, qui est présidente ou directrice, je m'excuse, je ne sais pas, de l'Aéroclub de France et championne de voltige. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant et tout à fait dans le thème de ce colloque, parce que quand on pilote, j'ai quelques souvenirs de pilotage dans mon jeune âge, je pense que véritablement on calcule ces trajectoires non pas dans l'espace à 3 dimensions, mais dans l'espace-temps véritablement. Et puis l'autre rapport au temps qui est différent, c'est qu'à une époque, j'ai eu l'illusion qu'en utilisant un petit avion personnel de tourisme, j'arriverais à gagner du temps dans mon existence. Et j'ai vite compris que ça n'était pas le cas. Mais je pense qu'on va nous parler de tout ça. Merci. Merci. Bonjour. Et merci de cette introduction vraiment sympathique. Effectivement, on dit, j'y aurais pas pensé, mais on dit régulièrement que se déplacer en aviation légère est un moyen de transport rapide pour gens peu pressés. Donc, je vais effectivement vous parler de volutes et de temps, c'est du vol. Vous avez là l'illustration des volutes dont nous allons parler. Et pour commencer, je vous propose une petite vidéo pour que vous voyez à quoi ça ressemble. C'est fort là. Ouais. La voltige, en fait, c'est une vieille histoire dont je vais vous parler, parce que je crois que depuis toujours, les hommes ont rêvé de quitter le sol, de prendre de la hauteur et pourquoi pas de s'échapper, si possible, par les airs. Et le mythe d'Icare, on va retourner très loin, le mythe d'Icare, vraiment avec ses leçons et sa morale très variée, illustre bien le ressort de la fuite qui a mu et qui meut encore les humains, parce que quitter le dédale, le labyrinthe du roi Minos fait par Dédale, ou bien décider de quitter, de fuir le quotidien trop pesant en prenant un avion pour aller à l'autre bout du monde, oublier tout, c'est un peu du même ressort. Donc la première idée, la première envie des hommes pour le vol, c'est fuir. Et puis va venir une autre raison. En fait, je crois qu'il y a 3 grandes raisons. La seconde, c'est voir, savoir, essayer de voir loin. Les paléo-anthropologues nous disent bien que Lucie et nos ancêtres africains ont souhaité se mettre debout pour accroître la portée de la vue, faire face à l'horizon et apprendre des choses, savoir des choses. Petit à petit, les humains vont monter sur les chevaux pour acquérir ce qu'on appelle maintenant la perspective cavalière, qui va leur donner encore plus de renseignements, donc encore plus de savoir, et donc avec le savoir un peu de pouvoir. Et puis, on va voler dans les plus légers que l'air, et petit à petit, c'est l'avion et la fusée qui vont donner à l'humain la possibilité de réaliser ses rêves et d'obtenir toutes ces pulsions de savoir. Les premières volutes vont être, on va en reparler, mais vont être faites peut-être par les pilotes de la Première Guerre mondiale. Et là, en fait, l'homme que vous voyez, c'est mon grand-père, qui était observateur aérien, donc qui essaie de savoir ce que fait l'ennemi. Et j'ai été très émue quand j'ai trouvé cette photo. Il était tout jeune homme et il mettait sa peau de bique parce qu'il faisait quand même très froid. Et puis, il y a une 3e raison. Et on ne peut pas l'oublier, parce que je crois que je fais partie des gens qui utilisent cette raison de voler, qui est aussi très bien illustrée par Icare, parce qu'on le soupçonne aussi d'avoir fait une chute parce qu'il a été trop orgueilleux, mais je ne crois pas du tout que ce soit ça.
il ne va pas respecter ce que son père lui dit, c'est-à-dire sois prudent, ne monte pas parce que le soleil va faire fondre tes ailes et tu risques de tomber. En fait, je crois que s'il y a des ingénieurs, moi j'ai fait de la philosophie, donc j'ai rien, ils vont vous dire qu'évidemment c'est pas possible parce que plus on monte, plus il fait froid. Mais il va en fait découvrir ce qui nous meut, c'est le plaisir de voler. Et donc il va pas obéir simplement parce que c'est comme un enfant qui décide qu'il a trop envie de faire du patin à roulettes à toute vitesse et il va tomber parce qu'il a trop de plaisir. Donc, 3 raisons. Fuir, savoir, et puis avoir le bonheur de voler, de découvrir l'horizon. Nous-mêmes, à chaque fois qu'on monte un petit peu, si vous êtes à la montagne, n'importe quoi, on se retourne toujours pour regarder, on a envie de savoir. L'histoire de l'aviation, l'Aéroclub de France, que j'aime beaucoup, qui préside, a été assez extraordinaire pour accompagner cette histoire dont on ne va pas parler longtemps, parce que elle est absolument magnifique. A été formidable parce qu'il a créé une association de promotion à la locomotion aérienne en 1898, c'est-à-dire avant même qu'un plus lourd que l'air n'ait volé. C'est-à-dire on n'a aucune chance de pouvoir se diriger encore, hein, on ne peut que suivre les courants. Et il va donc quand même faire cette association. Et puis ça va aller très vite, accélération du temps, on est déjà aussi dans le temps. Toute cette histoire de l'humanité qui ne connaît pas du tout encore le vol va tout d'un coup aller très vite. 1903, le premier vol par les Américains aux États-Unis, les frères Wright. Et puis 1906, ça va être Santos Dumont qui, à Paris, va croire faire le premier vol pratiquement. Et tous les étrangers vont venir en France parce qu'il faut reconnaître aux Français d'avoir été vraiment pionniers, un esprit pionnier extraordinaire, d'avoir découvert cette histoire de l'aviation. Et 1909, on traverse la Manche. 37 minutes, pouf, 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 Blériot va traverser la Manche. On va très vite. Puis 60 ans plus tard, c'est-à-dire rien, et c'était cette année le cinquantenaire de ça, la même année, le 747 vol qui va emmener 500 personnes à la fois à l'autre bout du monde. Le Concorde sera à New York en 3 heures et on marche sur la Lune. Est-ce que c'est pas complètement extraordinaire? Donc là, il y a aussi une notion d'accélération du temps qui est vraiment extrêmement, extrêmement sympa. Mais on va retenir une date, parce qu'on est décidé à parler de voltige aérienne. Je retiens 1913. 1913, Adolphe Pégoud va vouloir tester un parachute vers la fin août, et il va abandonner son Blériot, un vieux Blériot 11, pour sauter et tester ce parachute. En fait, à cette époque, on cassait beaucoup de bois parce que les avions étaient extrêmement légers, on n'hésitait pas à en sacrifier un par-ci, par-là, c'est une autre époque. Et une fois qu'il a quitté l'avion, son parachute marche bien, très surpris de voir que, mon Dieu, mais il fait des choses extraordinaires, des volutes extraordinaires, et il se dit, mais c'est pas possible, s'il fait ça, je dois bien être capable de le faire, on doit pouvoir le faire dans l'avion. Donc il va réessayer, et le 21 septembre, il va faire le premier looping, la première boucle. La voltige est née. Et alors, la voltige, ça va être, au début, l'aviation n'est que sportive. Elle n'est que sportive, donc on a envie de tout tester, on apprend encore. Et il s'apprête à aller faire une tournée qu'il pense triomphale aux États-Unis pour présenter ça, les nouvelles façons de piloter. Et en réalité, la Grande Guerre est déclarée. Donc il va devoir se mettre au service de son pays, ce qu'il fait avec enthousiasme, comme tous les pilotes de cette époque. Et on s'aperçoit que la voltige a une utilité opérationnelle. Grâce à ça, on va pouvoir être bien plus efficace au combat. On va pouvoir échapper à l'ennemi par une demi-boucle. S'il arrive par derrière, vous faites une demi-boucle, vous pouvez descendre très rapidement en vrille, vous pouvez remonter, vous pouvez le surprendre. C'est l'art de l'entourloupe. Le plaisir, l'entourloupe, les volutes. En fait, la voltige, c'est un peu ça. Et il va falloir, petit à petit, être très, très précis. Après la guerre, vont se retrouver pratiquement désœuvrés énormément d'avions et de pilotes. Et ils ne savent faire que ça, piloter. Donc, ils n'ont pas envie d'arrêter. Ils aiment ça, ils sont dans ce cadre de l'aviation plaisir. Et donc ces gens-là vont
participer à ce qu'on appelle la kermesse des aigles. C'est l'époque où on va faire beaucoup de spectacles aériens. On a des tas d'images d'époque, de gens qui passent même d'un avion à un autre, qui font des folies absolument furieuses, qu'on ne ferait évidemment pour rien au monde maintenant. Et ils vont faire ça. Puis petit à petit, la Voltige va obtenir les palmes académiques, va devenir une haute école. Et on va commencer à travailler avec beaucoup de précision. C'est pour ça que j'ai mis la Voltige, c'est le cadre noir de l'aviation, parce que ce qu'on va faire, c'est une maîtrise totale de l'avion. La devise du cadre noir va très bien, c'est le cheval calme, droit, en avant. Et si vous voulez être un bon pilote de voltige, il faut arriver à ça. Chacun sait qu'on ne fera jamais faire à un cheval des choses merveilleuses si on ne commence pas par être soi maître et savoir bien le mener et rester calme et le tenir. Donc, je trouve que ça se ressemble beaucoup. Et la voltige va travailler. C'est un sport de fusion. Vous avez vu le petit avion dans lequel j'ai volé, j'ai fait des images. En fait, c'est tout petit. Vous êtes dans un tout petit cockpit avec des ailes. Vous pouvez tendre les bras. Pratiquement, c'est vous-même qui voltigez en direct. C'est vraiment un sport où vous décidez, l'œil, vous dessinez quelque chose. On va voir quand on parle de compétition, on va faire des programmes qui sont des dessins. En fait, l'avion va au secours de ce que votre œil a envie de faire. Souvent, on a un petit triangle en bout d'aile, et ce petit triangle, il va vous servir à faire des choses précises. Vous le mettez par rapport à l'horizon, il doit être vertical, il ne doit pas être comme ça. Et c'est ce travail du cadre noir où on voit vraiment les gens faire des choses extrêmement précises. C'est le travail de la voltige. Donc, après ça, on va se dire, bon, on en fait un vrai sport. Et puis, vient le temps de la compétition. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, la compétition. Je pourrais peut-être résumer mon goût de la compétition. On m'en a fait faire, c'est assez compliqué. En disant, il y a une phrase merveilleuse du père Didon qui dit « J'aime beaucoup la bataille ». Mais quand je la gagne, particulièrement quand je la gagne. Et donc, comme on m'a proposé de faire de la compétition, quand j'y suis allée, je me suis rendu compte que je n'aimais pas du tout perdre. Et donc, je me suis laissée entraîner, puis j'ai travaillé. Et puis, en réalité, c'est une super chose pour devenir un pilote vraiment, d'aller au bout, d'essayer de faire les choses vraiment bien. Si vous ne vous mettez pas un peu en concurrence avec les autres, il n'y a pas tellement de raison de continuer à progresser. On peut assez vite faire des choses pas trop mal. Quand on est en compétition, je vous ai mis ça, vous avez à faire par exemple un programme comme ça, alors ça doit être parfaitement sous 45 degrés. Tous les pilotes du monde qui participent, le championnat du monde, c'est une centaine de personnes qui viennent de pas mal de pays. Tout le monde doit faire la même chose. Vous avez double déclenché, il doit s'arrêter là. Un double tonneau, il doit s'arrêter là. Vous devez être là. Vous devez sans arrêt faire tout ça. Et c'est ça qui est le plus difficile. Et on va parler de la façon dont, dans le temps, on peut préparer quelque chose comme ça. Vous êtes dans une distance de 1 km, 1 km en hauteur, 100 mètres à la base. De façon, on va prendre de risques. Interdit de passer en dessous. Si vous passez en dessous, vous serez probablement éliminé. Et vous devez faire des choses extrêmement précises qui vont passer de 400 km/h maximum pour la plupart de nos avions. On a peu d'avions qui soient capables d'aller plus vite. Et ça n'est pas intéressant parce que sinon, on ne pourrait pas rester dans ce petit volume. Donc, on n'a même pas besoin de mettre des limitations trop aux avions parce qu'on sait qu'ils vont devoir rester dans ce volume, puis c'est normal. Il y a des juges au sol, il faut rester dedans, qui vont vous juger et qui ont besoin de voir. Si vous êtes parti là-bas, ça n'a aucun intérêt pour eux. Donc vous restez là à faire ces choses extrêmement précises. Et pour la vitesse, par exemple, 400 km/h ou 0, parce que cette figure-là, par exemple, en bas, là, ça veut dire c'est une cloche. C'est-à-dire que vous attendez là qu'il n'y ait plus du tout de vitesse, vous laissez l'avion reculer, et puis il va basculer. Ce n'est pas une situation d'avenir de reculer longtemps avec un avion. Mais
on peut faire à peu près tout ce qu'on veut, d'une façon précise, dans ce petit box. Et c'est assez compliqué parce qu'à 400 km/h, vous êtes quand même au milieu du box, vous êtes à 2 secondes du sol. Donc on va parler de l'anticipation parce qu'évidemment, il y a un problème de maîtrise qui doit être fait. Donc c'est très très long de se préparer pour la compétition. Alors, ensuite, on va réfléchir. Il est facile d'imaginer que ces instants, sur le plan du temps, vous allez vous battre à un niveau mondial seulement une fois tous les 2 ans, parce que les championnats du monde, ça n'est que tous les 2 ans, seulement tous les 2 ans en quelques minutes. Donc, à ce moment-là, il va falloir être bon au bon moment, à un instant T que vous n'aurez pas choisi. Ça ne sert absolument à rien de le faire bien la veille ou le lendemain, la veille aussi pour vous entraîner éventuellement, mais c'est à ce moment-là que vous allez devoir le faire. Et en amont, il va falloir préparer ces moments qui vont être très courts, mais qui devront être réussis. Alors comment est-ce qu'on fait? On a été obligé de s'y prendre souvent des années ensemble, avant, notamment en construisant le projet. Alors il y a toujours cet esprit extraordinairement entreprenant de l'aéronautique, quand on peut penser à l'ATCOR, après les premiers pionniers qui sont capables de lancer des choses incroyables sans savoir si on va réussir. Il faut accepter la pression de savoir que ça ne marchera peut-être pas, que c'est une insécurité, mais il faut essayer. Alors, on donne le sens. Il n'y a pas de but sacré saint. Ça peut être, tiens, j'ai envie de rentrer dans l'équipe de France. Ça veut être, j'ai envie de savoir le faire. Puis ça veut être, maintenant j'y suis, j'ai envie de gagner. J'ai envie de gagner. Donc on met le but le plus haut possible. Et puis on va essayer de le préparer pour pouvoir le faire d'une façon vraiment qui va vous emmener vers l'excellence, la performance. Comment est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire pour réussir longtemps à l'avance à tout mettre en œuvre pour gagner? Donc là, j'ai pris une photo d'un tableau de Dominique Mounoury où il y a, c'est en fait une porte de hangar qui s'ouvre et l'avion, il attend derrière parce qu'il va falloir qu'il s'y mette pour préparer tout ça et il a du pain sur la planche. Donc, il va falloir décider ce qu'on veut faire. Ça, c'est encore peut-être le plus facile. Et puis, il va falloir trouver comment. Les meilleures technologies. Ça ne sert à rien que moi je sois capable de faire le programme qui n'est plus là mais que je vous ai montré si je n'ai pas le bon avion pour le faire. Parce que lui, il ne sera peut-être pas capable, l'avion. Il va être trop lourd ou donc il va falloir trouver les moyens de vraiment préparer en amont. Je dirais, il me faut cet avion-là. Mais s'il me faut cet avion-là, et je veux qu'il soit en carbone avec ci, cela, il me faut des financements. Il faut que je trouve des gens qui m'aident. Il faut que j'organise tout ça dans un vrai grand projet. Et puis pour ça, il me faut une équipe. Il est impossible que je réussisse à faire ça tout seul. Ne serait-ce que qui va être capable de faire un avion qui me convienne. Il y a peu de constructeurs d'avions, parce que vous imaginez bien que ce n'est pas un marché, c'est pas Airbus, hein, ces avions-là. Donc vous avez quelques clients dans le monde qui ont envie d'avoir un avion comme ça. Donc après, on va se le faire mettre à sa main de façon à ce qu'il soit pas trop dur, pas trop lourd. Il faudrait absolument qu'il puisse tenir en l'air un certain temps. Il va falloir énormément de qualité à l'avion. Et puis, il va me falloir l'équipe qui va être vraiment, elle aussi, capable de m'aider. Alors, ça va être, je dirais en premier, peut-être le coach, la personne, le critical friend, la personne qui est à côté de moi, qui va me critiquer sans arrêt, mais qui va me dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, qui va accepter d'y passer du temps, qui va être assez efficace, qui va être le meilleur coach, qui va être assez efficace pour me dire on recommence, il faudra encore s'entraîner. Donc cette personne-là, j'en suis encore à la choisir. Il me faudra un mécanicien qui ne me dise pas à 17h, quand j'ai une petite panne, ah non, je suis désolé, moi je rouvrirai que demain à 10h, parce que si mon championnat est le lendemain, il faut quelqu'un qui accepte d'être là et de se donner ce mal. Donc il faut porter toute une équipe qui va enfin porter le projet avec, en mode tout le monde dans le même but. Il faut arriver à avoir une confiance
une confiance et un même entrain pour le même projet. Donc on va ouvrir la porte du hangar et puis attaquer tout ce qui est quand même... on s'y met. Et alors là, petit à petit, il va falloir monter des marches, il va falloir faire de plus en plus de l'entraînement de plus en plus difficile. Il va falloir travailler ce qu'on appelle, nous, au leading edge, c'est-à-dire la pointe de la difficulté, la pointe de la performance, sans tout casser. Parce qu'en réalité, vous imaginez bien, par exemple, qu'un avion, il ne va pas pouvoir voler en dessous d'une certaine vitesse, il va tomber. Mais si je veux qu'il vole à la vitesse minimale sans le faire tomber, ben, il faut que j'apprenne à le faire, il faut que je travaille, il faut que je mette tout de mon côté pour ça, il faut que je gère des tas de choses. Et si je veux, par exemple, lui faire un déclenché qui est une espèce de figure où vous donnez un grand coup de pied, par exemple, dans ce pauvre avion, de façon à ce qu'il se lance, vous le lâchez, puis vous le rattrapez. Il va faire lui-même certaines choses. Mais il y a des vitesses à respecter. Vous pouvez peut-être le faire à 240 km/h maximum, mais si vous le faites à 260, vous cassez l'avion. Donc il y a des tas de choses qu'il va falloir comme ça mettre au point de façon à être sans arrêt au leading edge. Et un avion qui ne veut pas faire quelque chose, il va vous prévenir. Un avion qui va, ce qu'on appelle décrocher, il va trembler, il faut apprendre à le sentir et à se dire « Oh là, je vais trop loin, ok, on va s'arrêter là. » Donc, on va commencer à se dire « Je vois jusqu'où je peux aller par l'entraînement. » Et ça va se faire à la fois en gérant les risques, à la fois en faisant des debriefings, surtout en visualisant. Je vais parler un peu du risque parce que j'ai commencé quand même... J'ai quand même très mal commencé. Quand j'ai été lâchée à 15 ans. J'étais passionnée depuis que j'étais toute petite. Mon papa aimait ça, il m'a emmenée et je suis tombée dedans et j'ai adoré ça. J'ai été lâchée à 15 ans. En France, on peut encore être lâché à 15 ans, c'est-à-dire voler seul, mais on a juste le droit de faire le tour de piste. Hein. Vous décollez, vous repartez, vous faites le tour de la piste, vous revenez, hop, vous vous posez. Je me souviens encore de mon lâcher, j'avais quand même les jambes qui tremblaient, je trouvais que c'était incroyable. J'étais loin d'avoir le droit de conduire une voiture, donc c'était quand même assez difficile. Donc, il y a des choses qu'on peut faire. À 17 ans, on est breveté, bien avant encore d'avoir son permis de conduire. Et à 15 ans, on m'a lâché et j'avais le droit de faire ce tout petit tour toute seule. Et en fait, peut-être une semaine après, je suis allée voler, et puis je me suis dit, tiens, on dirait vraiment qu'il n'y a personne qui me regarde. Donc, j'avais à l'époque un contrôle en classe, je devais être en, je ne sais plus quoi, première ou quelque chose comme ça. Et je me suis dit, je vais aller frimer au-dessus de mon école. Et j'ai trouvé ça du meilleur goût. Donc, j'ai décollé, je pense que personne ne voit rien. Je suis partie, c'était errant. J'ai suivi la Seine, il fallait que j'aille jusqu'à Elbeuf, j'ai trouvé la rue, j'ai remonté, je suis passée 3-4 fois au-dessus de mon école. Très fière de moi, sans d'ailleurs penser qu'il y avait une gendarmerie juste en face. Et puis tout ça très bas, bien sûr. Et puis je suis rentrée. Alors évidemment, je vais vous dire que ça a été très moyennement apprécié, parce qu'on m'attendait, il y avait un comité d'accueil peu aimable, qui voulait me faire sauter ma licence, mais comme j'en avais pas, ça a été oublié. Mais ça m'a quand même servi de leçon. Et donc, là, on apprend à gérer les risques. Parce qu'un avion comme ça, je vous le disais, à 400 à l'heure, il est très près du sol. Donc, gérer les risques, c'est avoir à la fois une stratégie et puis se dire, voilà, quel genre de risque je peux prendre, quel genre de risque j'ai le droit de prendre et quel genre de risque, en aucun cas, je ne prendrai. Si, à mon dernier championnat du monde, que je voulais absolument gagner, j'étais un petit peu en tête. Je me souviens de m'être dit, bon, il va falloir que je vole au mieux. Nous, nos figures, elles sont notées en gros sur 10. En gros sur 10. Mais si vous voulez travailler à 9-10, vous prenez des risques. C'est-à-dire, mais le risque, il est pas trop dur. C'est-à-dire, vous allez vite faire quelque chose. Vous devez, par exemple, faire un tonneau et demi ou un tonneau un quart. Vous faites ça, il doit s'arrêter là. S'il s'arrête là, vous avez perdu le championnat, vous revenez dans 2 ans. C'est pour ça que le stress, il est quand même assez important. Et donc, là, vous pouvez prendre ce risque en disant, je vais le faire très très bien parce que je veux remonter. Et perdu. C'est perdu ou c'est gagné, c'est à 10. Par contre, si vous êtes devant, comme c'était mon cas, pas de beaucoup, vous dites, je ne vais quand même pas prendre des risques, je vais faire un peu plus doucement pour l'arrêter là, et je vais voler à 8,5 parce que
je vais garder ma place, je ne vais pas prendre le risque de faire quelque chose qui explose tout, je vais faire un truc pour avoir mon titre, pour avoir ce but, cette chose que je prépare depuis pratiquement 2 ans, pour laquelle j'ai dépensé beaucoup d'argent, j'ai passé un temps fou, j'ai sacrifié des tas de temps avec ma famille, j'ai fait des tas de trucs, et maintenant je vais tout jouer. Eh bien, on va donc gérer les risques. Mais par contre, même si je suis en train de perdre, je ne vais pas décider, par exemple, les tours de vrille. Un tour de vrille, ça va prendre 300 mètres. 100 mètres pour partir, 100 mètres pour tourner, 100 mètres pour sortir, en gros. Je vais en faire, si j'en ai 2 à faire, avant, quand je le prépare et que j'anticipe, on va le faire par la visualisation, si j'anticipe, je vais me dire, bon, mon avion, il fait chaud, il ne fait pas la même chose tous les jours. Moi, j'ai peut-être laissé traîner mon pied quelque part, ou j'ai peut-être fait une faute qui fait qu'il est moins monté que d'habitude. Donc, je vais monter, je vérifie vite. Ah, 400 mètres. 400 mètres, c'est très embêtant. J'ai 2 tours à faire, 300, un tour, ça passe, je vais y aller. Mais si j'ai 380 mètres, j'ai déjà décidé que j'irai pas. Je sais que j'ai perdu, mais je vais pas me mettre par terre. Je vais pas prendre ce risque-là. Il ne sera jamais pris. Donc, c'est très intéressant de préparer tout ce qu'il y a autour du risque en se disant, là, il faut que je fasse ça. Mais du coup, on va anticiper énormément. Et il y a une méthode qui est géniale en aviation, qui est la même et qu'utilise, vous avez peut-être vu la patrouille de France quand ils font leur musique, c'est d'anticiper par la visualisation. Et c'est ça que je suis en train de faire là. En fait, je suis au Bourget, c'est assez compliqué. Pendant quelques minutes, il va falloir faire un programme qui peut pas sortir. Là, c'est plus de la compétition, c'est même le meeting. Mais même encore maintenant. Maintenant, je vole en meeting aérien, plus en compétition. Mais quand on prépare quelque chose, il ne faut pas se tromper. Vous êtes au Bourget et pendant ce salon du Bourget, les gros avions continuent à côté. Donc on vous a bien dit qu'il est absolument forbidden de passer de ce côté-là. Mais quand vous tournez 4 tours en montant, 3 en descente, tout d'un coup, il y a des avions à gauche, à droite, il ne faut pas se tromper. Wow, je suis dans le bon sens, je ne suis pas dans le mauvais sens. Je vais le faire par la visualisation. Je vais tout me représenter et je vais le passer jusqu'à ce que je sois à peu près sûr. Et je vais m'être déjà dit d'avance, si jamais je ne suis pas dans le bon sens et que j'altitude, j'ai encore le temps de faire un quart, je peux partir vers là, mais je ne peux pas partir côté public. L'anticipation par la visualisation, quelquefois, notre entraîneur me disait, mais tu as à peine besoin de voler. Par contre, ça doit vraiment être prêt dans ta tête. On s'entraîne autant avant, en préparant le programme, que dans l'avion. J'exagère, parce qu'une fois qu'on y est, il y a quand même des tas de choses à apprendre, mais on a beaucoup de travail à faire de visualisation. Et il y a quelque chose de sacro-saint chez nous, c'est le briefing des briefings. Il n'y a jamais, quand vous voulez vous préparer, il n'y a jamais un vol pour rien. C'est-à-dire qu'on dit aujourd'hui, tu voles à 10h15, on accepte des tas de contraintes comme ça, en se disant toujours, si je restais chez moi, tu voles à 10h15 et tu vas faire ça. Et ça doit fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, on recommencera. Mais il y a un petit programme pour chaque entraînement, de façon petit à petit, monter toutes les marches, et surtout, le débriefing est absolument indissociable du briefing. Il ne sert à rien de faire un vol et de ne pas le débriefer, se demander ce qu'on a fait. Encore autant s'il est réussi que s'il est loupé. N'en parlons pas si c'est loupé. C'est absolument nécessaire parce qu'on va retravailler, se dire mais comment est-ce que je vais faire pour améliorer ça. Quelquefois, j'ai eu l'impression, moi, on travaille avec quelqu'un qui nous parle comme ça. J'ai eu quelquefois l'impression que l'instructeur était dans l'avion, le coach. Il vous parle et il te dit « Vas-y, on va faire ça, ça part pour un tour de vol. » Moi, je sais ce qu'il faut faire, pied à gauche, il faut que ça s'arrête un tour, ça s'arrête là. « Ah oui, mais non, tu n'as pas mis le pied. » Comment j'ai pas mis le pied? Je te garantis que j'ai mis le pied. Je te dis que tu n'as pas mis assez de pieds. Et je me disais, mais c'est pas possible, il regarde, on essaie presque de mentir en disant, mais si, j'ai fait ce qu'il fallait. Non, tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Et il faut que vous ayez quelqu'un comme ça, qui est vraiment très fort et qui va vous aider à progresser, et sans accepter de prendre un petit peu de risque
on ne peut pas progresser. C'est la condition même. Donc à chaque vol, on a un certain nombre de risques, on a un certain nombre de nouvelles choses à faire, mais on ne va jamais déroger. C'est pas possible. On met en place des process en se parlant. Je me souviens d'un jour où, vous savez, il disait quelquefois en riant, je débranche la télécommande, maintenant tu le fais tout seul. Parce qu'on suit cette voie, même en même temps qu'on fait ces gestes extrêmement rapides, dans le temps, on n'a pas beaucoup de temps, mais on a quand même cette voix qui vous aide, et bon, je débranche la télécommande, tu sors. Et en même temps, je me souviens d'avoir coaché quelqu'un à qui je disais, en verticale descendante, ça descend quand même extrêmement vite. Quand vous avez un 300 chevaux, l'intérêt c'est qu'il monte vite, mais il descend aussi vite vers le sol. Et de lui dire, sors. Mais dans mon esprit, sors comme ça. Bon, c'est fini maintenant, on est à 200, 300 mètres, tu tires, tu sors. Sors. Et après, je me suis dit, sorti, mais très tard, et je me suis dit, j'aurais dû changer de mot. Donc on apprend des tas de choses comme ça. Sortir. Voilà. Mais j'ai dit, 3 sors. Et sorti. Mais il y a tas de choses comme ça qui vont prendre énormément d'importance et qui nous aideront à progresser, réapprendre où c'est dangereux. Et on a besoin de cette équipe-là, et il faut qu'elle vous aide. Et pour ça, il va falloir entretenir le feu de la motivation pour qu'on arrive tous ensemble au moment crucial. Le feu de la motivation, c'est vraiment la reconnaissance de l'équipe, le remerciement, c'est leur dire à quel point pour nous c'était important. Et on peut mettre une petite feuille de papier, mais on peut aussi mettre des grosses bûches de temps en temps, c'est quand même important. Et puis, va arriver le moment décisif, où on se dit, c'est maintenant ou jamais, pas forcément le moment où on avait décidé, donc dans le temps, il faut être prêt à se dire, quand arrive ce moment-là, il faut qu'on ait derrière toutes les analyses de risque, tout l'entraînement, c'est plus le moment d'apprendre à faire une figure, ça va passer à faire, bon, c'est trop tard. C'est le moment où j'ai restitué tout ce que j'ai mis en œuvre, et il est atrocement court par rapport à tout ce qu'on a mis en œuvre. Il va être très très important. Vous êtes dans un entonnoir, vous n'avez plus aucune improvisation possible. À ce moment-là, ma vie se réduit à une altitude, une vitesse, une décision. Là, il va se passer 7 minutes, 6 minutes, et quand je vais me reposer, ce sera réussi ou raté, mais j'aurai en fait restitué tout ce que j'ai dû mettre en œuvre pendant tout ce temps-là. Il s'agit tout juste d'être bon au bon moment, et ça se prépare très longuement dans le temps, très longuement dans le temps. Donc, ce moment-là, c'est un moment de solitude terrible. Avant, vous avez encore dans ces mains le temps de se mettre dans une bulle pour pouvoir se dire, bon, plus personne ne peut me déranger, c'est trop tard pour apprendre. Il me faut de loin le regard de ceux dont je sais qu'ils souhaitent autant que moi que ça marche bien, ceux qui sont là pour vous. Et puis, on y va. C'est un temps de grande solitude, c'est le temps de la checklist, c'est plus le temps des briefings. Voilà, donc on y va. Et puis, dans 8 minutes, ce sera le temps d'après, où réussi, pas réussi, échec. De toute façon, on a monté une marche, on a pris un peu plus. Il faut décider. Personnellement, j'ai fait 20 ans de compétition. J'ai gagné 2 fois. C'était tous les 2 ans. Donc, toutes les autres fois, vous pouvez faire le calcul. J'ai raté. Qu'on appelle raté. Au début, pas trop. Parce que j'ai fait 7e, 5e, 3e. C'était en progression. Puis j'ai fait première. Et derrière, c'était automatiquement vraiment raté. Et j'ai recommencé 7e, 5e, et j'ai réussi à grimper à force de volonté, parce que, comme je vous le disais, je suis mauvaise perdante, et que j'avais encore envie. Donc, plus que jamais, le débriefing va être utile, plus que jamais, toute votre vie est engagée là-dedans. Vous allez continuer, vous allez voler avec d'autres. Moi, maintenant, je fais du meeting aérien, je continue à voler. J'apprends toujours avec des équipes qui m'apprennent d'autres choses. Et finalement, on applique toujours un peu les mêmes choses. Et voilà, l'histoire de l'aviation, l'histoire de la voltige sont des histoires qui se jouent beaucoup dans le temps. L'aviation s'est développée très rapidement. Elle a fait une histoire incroyable à l'humanité. Elle a changé ses rapports entre eux. Et puis maintenant, on espère que après le Concorde, on en parlait, après la Lune, il faut qu'on continue, on a eu l'impression qu'on marquait un peu le pas, mais je pense que
L'avenir est devant nous. Maintenant, on doit prendre la cause environnementale. Il y a comment est-ce qu'on va continuer à être aussi performant dans le temps, en faisant autant de choses et en changeant nos méthodes. Eh bien, il y a encore autant de belles choses pour l'histoire que les débuts de l'histoire de l'aviation à faire devant nous. Ah, mais je pense que je dois avoir... Voilà, c'est le temps d'après. Maintenant, c'est ça pour moi. On s'amuse. Un tout petit peu de voltige, peut-être, avant de se quitter. Voilà comment c'est dedans. C'est petit et on n'a pas beaucoup le temps de... Quand je dis qu'il faut être prêt avant, parce que là, quand on y va, il faut savoir ce qu'on va faire. Voilà, ça, le déclencher, je vous parlais, c'est ça, regardez. C'est pas vraiment doux. Ça, c'est au Bourget aussi, on aperçoit la pizzeria. Mais c'est, quand je parlais de l'aviation plaisir, ça peut ne pas l'être pour un passager, mais c'est formidable. Vous êtes dans les 3 dimensions, dans le bonheur du vol. C'est la seule façon d'utiliser vraiment les 3 dimensions quand on vole. Maniaque. Voilà. Merci. Je n'ai jamais rien fait d'autre que m'amuser. Alors, juste 2 minutes de questions. Si quelqu'un veut voler, on n'a pas d'avion ici, rassurez-vous. Petite question oui. Un peu personnelle. Je suis là, en face de vous. Oh, c'est pas bien. Voilà. Oui, on se voit difficilement. Bien sûr, le plaisir de piloter, mais il y a aussi la checklist qui me paraît quelque chose d'extrêmement intéressant et d'important, comme vous le savez bien sûr. Et je me demandais si, dans votre vie de tous les jours, ça y est, je vous vois. Vous aviez été influencé par votre pilotage et si vous utilisiez des checklists pour les activités de la vie courante aussi, ou pas du tout? Eh bien, oui. Parce que, en fait, j'ai fait des études très différentes, parce que j'ai fait de la philosophie, ce qui n'est vraiment pas le background pour être pilote normalement, et on me disait en riant souvent que j'avais toujours choisi ce qui était inutile, c'est-à-dire les études de philosophie, la voltige, qui sert, hein, mais je m'en suis rendu compte parce que j'ai eu la chance d'être nommée à la tête du musée de l'air pour diriger un musée sans avoir fait d'école de management, parce qu'on s'était dit on veut quelqu'un qui va dynamiser, qui va entraîner le musée peut-être. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des méthodes qui me rendaient service dans la façon de parler avec les gens, dans le briefing, débriefing, dans ce qui me paraissait difficile de me le visualiser à l'avance en me disant il va falloir que j'ai une réunion avec un tel... Qu'est-ce qui va se passer? Visualiser l'endroit où j'allais aller, la façon dont allait peut-être se passer. Je me suis servi de ça. Et puis pour les équipes, leur dire un briefing, voilà, on a ça à faire, mais surtout, on va débriefer, parce que souvent, on lance des projets. Et alors, ce qui est terrible dans quelque chose, quand vous prenez cette activité en même temps, qui m'a absolument passionné, mais moi, je voulais que tout avance, en disant, on va faire ça, dans 15 jours, c'est fait. Et on m'a dit, oh là là, tu pilotes plus un Extra 300, mais c'est un 380, alors les manœuvres, ça va être plus doucement. Quand je suis arrivée, il y a 3 magnifiques Fougas à l'entrée du musée qui étaient dans un état. J'ai dit, oh là là, il faut repeindre ça. Je pensais que ce serait fait 1 mois après, ça a pris 3 ans et demi. Bon. Et j'ai appris, mais ça m'a un peu servi. Quand on n'est pas la tête dans le guidon, quand on est capable de prendre un peu de recul, ça rend service. Voilà. Bon, bah merci. Je vous en prie. Merci. Merci.